Salut tout le monde. Bonjour, moi je m'appelle Paul Schmitt, je suis le fondateur de Le Pré-Workout et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir monsieur Denis Coester, qui est anesthésiste réanimateur à Paris, également auteur de nombreux livres sur le biohacking et sur l'hypnose. Enfin, le biohacking, je crois que c'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore sorti si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, nous allons discuter de la supplémentation dans le sport et la supplémentation pour la performance. On va un petit peu mélanger globalement les connaissances de monsieur Coester et les miennes pour discuter de comment optimiser ses performances, comment profiter au maximum du sport pour globalement améliorer son hygiène de vie également. Et je laisse prendre la parole. Super, merci Paul, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Denis Coster, je suis médecin anesthésiste réanimateur, auteur du premier livre en français sur le biohacking, qui est le manuel du démarrage du biohacker, et il y en a d'autres qui vont sortir. Et effectivement, comme vous le disiez, s'il écrit des livres sur la santé. J'ai également fait des formations sur la santé, plus particulièrement corps-esprit, parce que j'insiste toujours sur l'idée qu'il faut soigner le corps par l'esprit, il faut soigner l'esprit par le corps. Et quand je dis soigner, c'est vrai aussi pour l'optimisation. On aura l'occasion d'en discuter. On a déjà discuté de ces sujets-là à plusieurs reprises avec Paul. L'idée, c'est de comprendre qu'on peut aussi optimiser le corps par l'esprit et vice-versa. Donc, c'est vraiment important d'être toujours dans cette espèce de symbiose entre le corps et l'esprit. On n'est pas qu'un esprit, on n'est pas qu'un corps. Les deux sont utiles. De toute façon, je pense que tous les sportifs le savent. Quand ils n'ont pas le bon mindset, quand ils sont pas l'esprit de la gagne, ben c'est mort et les performances ne seront pas là. Et à l'inverse, quand on a un esprit de la gagne, mais que on a la grippe par exemple, ben on peut rien faire. Donc voilà, l'idée c'est toujours d'être à la pointe du corps et de l'esprit. Pour les gens qui nous écoutent, à qui est destiné cet échange pour que les gens se reconnaissent et savent si, évidemment, ils ont le temps à accorder à notre discussion. Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est votre topic, hein, c'est bien évidemment les sportifs, plus particulièrement Mhm. ceux qui font de la musculation, hein, puisque c'est eux qui vont bien évidemment utiliser le pré-workout, que pour la petite histoire, j'utilise également de mon côté. Et Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on parle de performance, tout le monde a à gagner de savoir comment font les vrais performeurs, qui sont bien souvent des sportifs de haut niveau. Alors évidemment, tout le monde n'est pas sportif de haut niveau, tout le monde n'est pas censé être un adepte de la musculation à outrance, tout le monde ne va pas devenir Schwarzenegger. Mais là n'est pas la question. Ce qui est intéressant, c'est que qui peut le plus peut le moins. Et si on s'inspire justement des personnes qui sont sportives de haut niveau, on peut découvrir énormément de concepts que l'on peut appliquer à sa vie personnelle. Finalement, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. D'ailleurs, vous êtes vous-même entrepreneur, hein. Je travaille beaucoup avec des c'est vrai. entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est vraiment des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que pour être un entrepreneur, il faut du bon mindset, il faut de l'énergie physique, mentale, émotionnelle, même spirituelle. Donc, il faut vraiment avoir un mental d'acier pour pouvoir tenir sur la durée. Parce qu'un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau, c'est entre guillemets entre le marathonien hein, qui doit maintenir une espèce de quantité de travail d'une manière constante, mais également une succession de sprints, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut lancer un peu plus fortement la machine. Et ça, c'est exactement ce que font les sportifs. Finalement, tous les sportifs, ils s'entretiennent un petit peu tous les jours par des choses très simples, ne serait-ce que de la marche, ne serait-ce que de rester assis, ne serait-ce que, je sais pas, de faire un petit peu de course sur place, de faire deux, trois pompes ou que sais-je. Et puis de temps en temps, bah, ils vont à la salle et là, ils mettent le maxi. Et c'est vraiment important de voir que ce que font les sportifs, c'est un concept qu'on peut appliquer à tous. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais faire considérer à notre auditoire que tout notre échange, il est vraiment pour tout le monde, pas uniquement pour le sportif qui veut de la gonflette. On le disait un petit peu avant de lancer cet échange, effectivement, qu'on on parlait surtout de l'intensité, qui est une notion qui est vraiment une notion clé dans le sport et les gens ont tendance également à l'oublier. C'est une notion qui est très présente dans le domaine de la musculation, puisque c'est ce que les gens cherchent principalement, hein, c'est faire des séances intenses, de la surcharge progressive, etc. Mais effectivement, on se disait avant de lancer cet échange que, au final, on va pas uniquement cibler les sportifs à travers notre discussion. On va essayer aussi de chercher ces gens-là qui sont pratiquants occasionnels ou pratiquent rarement du sport pour essayer un peu de leur faire comprendre l'importance et les bienfaits que ça pourrait leur apporter. Et également, on va évidemment parler aussi de la supplémentation et de l'utilité de cette supplémentation, surtout pour les gens qui n'ont pas de motivation, puisque c'est aussi une des raisons pour laquelle les gens consomment après workout. C'est pour avoir de la motivation quand c'est compliqué, quand on est fatigué, quand c'est pas le moment, etc. On a toutes des excuses. Vous parliez beaucoup de marathon et de sprint. Moi, je me reconnais énormément dans votre discours, puisque évidemment, le pré-workout, c'est une structure que j'ai lancée en début d'année. Donc, j'ai traversé évidemment ce désert de l'entrepreneur que beaucoup de gens connaissent et rencontrent.
où effectivement on passe longs mois, de longues semaines à réfléchir, à être seul dans son coin, à ne pas confronter non plus son idée avec le monde. Donc, c'est ce que vous parliez avec le marathon. Et dès qu'on commence à le mettre sur le marché, les sprints commencent et c'est là qu'on a besoin d'être polyvalent. Je vous rejoins parfaitement et c'est aussi ce qui m'avait beaucoup plu dans votre travail. C'est que, personnellement, moi, je me suis bien reconnu dans ce que vous disiez par rapport au profil d'entrepreneur, par rapport aux besoins d'optimisation, etc. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir vers vous et c'est ce qui a probablement donné lieu à cet échange aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, Denis. Faut savoir que c'est pas un Bah, échange préparé, donc on va non, vraiment non, non, c'est faire ça au vraiment fil de l'eau. au gré du vent. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit là par rapport à l'histoire des charges progressives. Je pense que, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces moments où l'entrepreneur, ou je dirais même un peu tout à chacun, hein, je vais prendre même un extrême inverse. Je vais pas rentrer dans un schéma patriarcal has-been, mais je veux dire une mère de famille qui doit gérer son boulot, les enfants, le mari, l'administratif, la bouffe, le ménage, enfin, sans dire qu'il y a le partage des tâches. Attention, Mais attention. enfin, non, non, c'est pour ça, j'insiste bien sur le fait. Non, mais j'ai une femme, 4 enfants, qui bosse, elle est médecin, elle arrive quand même. Je me rends compte que, voilà, en fait, ne serait-ce qu'une mère de famille, elle peut aussi avoir c'est exactement le même besoin de ce concept, de se dire, bah voilà, il y a un espèce de fond que je dois entretenir, ben, pour tenir le coup au jour le jour. Puis il y a des moments, ben, c'est le coup de bourre parce que c'est le moment où il faut aller chercher le petit à la crèche. En même temps, j'ai une super réunion au travail. Et puis en même temps, j'ai ma copine qui est triste parce qu'elle vient de se faire larguer. Il faut que je gère tout ça. Et, euh, et, et voilà. Donc, cette idée de se dire, il faut un entretien d'une manière globale et de temps en temps des coups de bourse, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je reviens à ce que vous disiez des charges progressives. On est bien d'accord, hein, c'est vraiment de plus en plus montré, et puis notamment par des personnes aux États-Unis. On se réfère assez souvent, vous et moi, à Peter Attia, hein, qui est médecin. Moi, j'aime beaucoup son travail, pas uniquement parce qu'on a la même coiffure, mais donc Peter Attia, qui est médecin spécialisé en longévité. Voilà, il insiste beaucoup aussi sur le fait que on a besoin de faire de l'intensif. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de soulever un poids de 1 kilo et de faire 1000 répétitions. On sait très bien que c'est totalement inutile. C'est beaucoup plus intéressant de faire lourd et peu et rarement, mais d'une manière régulière. C'est vrai pour la musculation, c'est vrai pour le cardio. Et c'est vraiment là où je reviens sur le concept de dire que la vie, bien souvent, et à plus forte raison pour les entrepreneurs, c'est, voilà, quelque chose d'un peu régulier et de temps en temps arriver à mettre des coups de Et- bourre. Et quand on y réfléchit, ces coups de bourre, c'est vraiment quelque chose de vraiment très essentiel. Je fais une petite digression. Mhm. Euh, En fait, il faut comprendre que nous avons une vie qui est stressante. Voilà, on a une vie qui est stressante, il faut le reconnaître. On vit à une époque qui est stressante pour X, Y raison, tout en sachant on vit pourtant dans l'époque qui est la plus confortable dans l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on peut décrocher son téléphone et commenter un Uber Eats H24. Hein. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité. Mhm. Et donc, pourtant, on a une existence extrêmement stressante. On sait très bien que le stress, quand il est chronique, c'est négatif. On sait très bien que le stress chronique est le lit de toutes les pathologies chroniques, soit le surpoids, le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, ça on le sait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que le stress aigu est excellent pour la santé. En fait, nous avons besoin de temps en temps de pics de stress aigus. Le stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire soumettre son corps à quelque chose auquel il n'est pas habitué. On peut le faire d'une manière très simple en prenant une douche froide. On peut le faire d'une autre manière extrêmement simple en jeûnant. On peut également le faire d'une manière très simple en forçant son corps à porter des charges qu'il n'a pas l'habitude de porter. Et- Et donc finalement, quand on fait ça, c'est vraiment ce que l'on appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est un concept qui considère qu'à partir du moment où on soumet son corps à un stress aigu, on va l'obliger à devenir plus résistant, plus résilient, plus fort, plus, on dit parfois, antifragile. Et c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant. Et je pense que c'est là qu'on peut vraiment faire le parallèle entre le sportif qui cherche à utiliser des charges lourdes et la personne de tout venant qui a besoin également de cette hormèse pour se renforcer. On entend beaucoup parler de zone de confort. Est-ce que vous trouvez que ça rejoint beaucoup cette notion de stress? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez également? Alors, la fameuse zone de confort, oui, c'est quelque chose qui est très sécurisant. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est que, on va parler conscient, inconscient, mais notre inconscient déteste la nouveauté. Globalement,
on fait toujours les choses d'une manière répétitive. On a coutume de dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, que nous avons à peu près, certainement les auteurs, 5 000 à 20 000 ou voire 50 000 pensées par jour. C'est difficile de chiffrer. Et certaines personnes disent que 90% de ces pensées sont des pensées automatiques, sont les mêmes que la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on se réfugie toujours dans des schémas simplificateurs, tout simplement parce que c'est plus pratique. On n'aime pas changer nos habitudes. Et c'est vrai que voilà, l'inconscient a horreur des changements, tout simplement parce que changer nécessite de l'énergie. Et par essence, l'inconscient est feignant, il est économe de notre énergie. Donc voilà, on cherche toujours la zone de confort. On a tous expérimenté le fait de mettre notre pantalon le matin. Et quand on met notre pantalon le matin, vous en êtes peut-être jamais rendu compte consciemment, mais on commence toujours par le même pied. Toujours. On commence toujours par enfiler son pantalon par le même pied. On peut le faire par l'autre pied, mais sauf qu'on risque de se casser la figure, alors qu'on est capable de le faire. De la même façon, bien souvent, quand on va croiser les bras, on va toujours croiser les bras de la même façon, mais quand on essaie de croiser les bras dans l'autre sens, il peut y avoir un bug. Donc ça sera important de se rendre compte que nous sommes toujours pleins d'habitudes et que l'idée, là encore, c'est de forcer son esprit, son inconscient à changer les habitudes. Quand on change une habitude, c'est un signal à notre inconscient pour dire attention, maintenant, on va faire quelque chose de différent. Et ça, l'inconscient, il a horreur de ça. Mais en même temps, l'inconscient, il faut bien le dompter, sinon c'est lui qui nous dompte. Effectivement, vous parlez de dompter l'inconscient. Là, je pense qu'on peut un petit peu parler de la supplémentation. Comment vous envisagez la supplémentation dans ce cadre-là de dompter l'inconscient? Parce que au-delà de tout ce qui est nootropique, de tout ce qui est boissons énergisantes, etc., l'idée, c'est également de prendre le contrôle sur cet inconscient-là pour pouvoir utiliser l'énergie ou les bienfaits apportés par tel ou tel supplément dans le bon sens. Parce que si vous allez prendre un pré-workout et que vous restez à la maison sur le canapé, vous allez peut-être bouger vos pieds, mais il va rien se passer. Alors déjà, il faut venir à du basique parce que en fait, souvent, et ça, je pense que j'aimerais pouvoir dire, et puis il faut aussi de dire que le pré-workout, c'est le truc miracle et qu'il suffit d'en prendre une petite cuillère à café et on devient Superman. On adorerait, hein, je pense qu'on est tous à la recherche du Graal hein, qui nous permettrait d'avoir des capacités qui soient extraordinaires. Le fameux NZT, pour les gens qui auront la référence. Voilà, pour le NZT, on aimerait tous avoir le NZT, c'est vrai. Mais en fait, il faut d'abord rappeler quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, hein, qui est bien connue souvent des personnes qui s'intéressent au développement personnel, c'est une loi un peu empirique qui considère ce que l'on appelle le 80-20. En fait, Pareto, initialement, c'est un économiste qui a constaté que globalement, 20% des champs de blé donnaient 80% des récoltes et que ce 80-20 se retrouve à peu près partout. Par exemple, à peu près 20% des pays du monde détiennent 80% des richesses, 20% des personnes dans un pays ont 80% des richesses. Et 80% des gains musculaires proviendront de 20% de l'exercice ou des séances, voilà. Évidemment aussi. Et c'est ce principe essentiel. Donc, toujours dans cette idée du 80-20, il faut bien comprendre qu'il est par exemple beaucoup plus pertinent d'arrêter tout ce qui nous bloque dans notre quotidien que de chercher des choses qui vont nous aider à augmenter nos capacités. Totalement. Par exemple, combien de fois je vois des personnes qui me demandent qu'est-ce que je conseille comme complément alimentaire pour ralentir le vieillissement, parce qu'il existe des compléments alimentaires, voire des médicaments qui auraient la propriété de ralentir le vieillissement. En même temps, ces personnes, elles me demandent ça, mais elles bouffent tous les jours chez McDo. Je caricature. Mais c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment 80-20. Arrêter le McDo, arrêter les excès de sucre, bouger un peu son popotin. Dormez bien. Ça, c'est le conseil ultime, je pense. Les basiques, c'est 80%, c'est 80%. Et après, effectivement, une fois qu'on a ça, on peut aller chercher les 20%. J'ai l'intention d'avoir une hygiène de vie parfaite. Je fais en sorte de faire de la gestion du stress, plus sommeil, en considérant que j'ai quand même une activité assez chargée. Mais voilà, je fais en sorte. Alors, c'est vrai que voilà, je m'autorise à tester des compléments alimentaires pour ralentir le vieillissement parce que j'estime que je fais en sorte d'éviter les poisons de l'existence. Mais pour revenir vraiment à ce que vous disiez, on a beaucoup plus de facilité à éviter de gâcher tout ce qui va provoquer notre motivation plutôt que de chercher des compléments alimentaires qui vont nous permettre d'être motivés. Parce que quand vous parlez de dompter l'inconscient, en fait, dompter l'inconscient, ça veut tout simplement dire aller vers ses objectifs. Aller vers ses objectifs, ça veut dire avoir la discipline de faire ce que naturellement on ne ferait pas. Naturellement, je pense que comme tout le monde, moi le soir, je préfère me légumer devant Netflix plutôt que de bosser. Voilà, on est tous comme ça. Et c'est OK, c'est OK.
mais c'est beaucoup plus pertinent d'éviter justement de gâcher notre motivation plutôt que de chercher des compléments alimentaires qui vont l'augmenter. Notre motivation, en fait, globalement, c'est un neurotransmetteur. On va parler un petit peu de neurobiologie d'une manière simplifiée, mais notre motivation, c'est un neurotransmetteur, donc un messager chimique au niveau du cerveau que l'on appelle la dopamine. C'est extrêmement connu. La dopamine, c'est le neurotransmetteur dopant, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'entrain, de l'action. Le problème, c'est que c'est aussi le neurotransmetteur de l'addiction. Ça veut dire que quand le matin, j'ai pas envie de me préparer, que je prends mon téléphone, que je vais sur Facebook, Instagram, TikTok, que je swipe et que oh tiens, oh c'est joli, oh un chat, oh tiens c'est marrant, une souris qui me sourit. Notification, un message, Les tac, tac, tac. notifications. Oh tiens, oh, j'ai eu un like sur ma dernière publication, sur ma dernière vidéo. Et donc, on se fait plaisir, on se fait des petits shoots de dopamine. Mais en fait, en faisant ça, on gâche notre dopamine. Faut comprendre, notre dopamine, c'est un petit peu comme si le matin, on se réveille le matin avec un stock de dopamine, on se réveille le matin avec un stock d'énergie et on peut l'utiliser ou bien à bon escient, en faisant des choses utiles, ou alors on peut l'utiliser à mauvais escient, en faisant n'importe quoi, en perdant du temps sur les notifications. Donc effectivement, si on va vers ce qui nous semble le plus simple, justement le fameux routinier dont on parlait tout à l'heure, si on va vers tout ça et qu'on gâche notre dopamine, on n'aura plus justement assez d'entrain pour pouvoir dompter notre inconscient, pour pouvoir aller à l'encontre de ce qui paraissait simple et naturel. Donc déjà, économiser la dopamine. Économiser la dopamine, ça veut dire arrêter les notifications, arrêter les gratifications immédiates, instantanées. Alors, c'est évident que se prendre une tartine de Nutella, on est entre nous, on peut donner des marques, se prendre une tartine de Nutella maintenant, ça m'apporte beaucoup, beaucoup plus de plaisir que le plaisir peut-être éventuel d'avoir un petit peu moins de ventre l'été prochain sur la plage. Parce que la gratification immédiate est toujours plus puissante que la gratification à long terme. Sauf qu'il y a ce que l'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est juste que dans le bien ou dans le mal, prendre une tartine Nutella, c'est pas gênant. Le problème, c'est quand on en prend tous les jours. Faire une pompe, c'est rien. Mais finalement, quand on fait une pompe tous les jours, sur l'année, on aura fait 360 pompes. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà pas mal quoi, d'avoir fait 360 pompes. Et c'est cool. Donc, c'est vraiment important de considérer cet effet cumulé et d'avoir dans l'esprit de se dire que tout ça, c'est pour une gratification à plus long terme. C'est là qu'on peut voir cette idée de dompter l'inconscient. Donc, on va le dompter justement en évitant de gâcher notre dopamine. On va le dompter en se forçant parfois à faire des choses que spontanément on ne ferait pas, comme par exemple se garer un petit peu plus loin de son travail pour marcher un petit peu plus, accepter de temps en temps de prendre une douche froide, de jeûner, accepter de temps en temps de changer d'habitude parce que c'est très très beau pour les neurones de changer d'habitude. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que on est commencé un peu à dompter notre inconscient, qu'on a commencé à économiser notre dopamine, là à ce moment-là, on peut chercher à augmenter notre dopamine. Il y a plein de manières de faire. Une des manières les plus simples et plus connues, c'est de prendre par exemple du café. On sait très bien que le café, la caféine, ça va agir sur la dopamine et sur l'énergie d'une manière globale. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, je pense que dans le pré-workout, il y a de la caféine, comme dans tous les pré-workout, il y a de la caféine. Parce que justement, on va chercher cet effet un peu booster, un peu dopant qu'on peut trouver bien évidemment dans le café, en sachant que le café, c'est pas très dosé. Un espresso, ça fait 50 mg de caféine. Ouais, ça varie. Après, ça varie selon la méthode d'extraction, selon la source. On a 100 mg maintenant dans une dosette de pré-workout chez Combania. Vous en avez 200. 200, voilà. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est beaucoup par rapport à un café. Mais en même temps, globalement, on a le droit, pour un adulte en bonne santé, à peu près à 400 à 600. C'est ça. L'agence France, je crois que c'est l'agence européenne sur la santé et l'OMS préconise 400 mg pour un adulte. 400, voilà. Par 400, jour, par 24 heures. Monter à 500 sans non plus trop de dégâts. Oui. Mais voilà, il faut garder l'idée de se dire que déjà, quand on prend 200, c'est déjà une bonne dose, quoi. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je voulais compléter par rapport à ce que vous disiez au niveau de la rémunération, mais les récompenses instantanées, la gratification instantanée. Je m'étais fait une réflexion, bon, je vais peut-être très mal la formuler, mais je la trouve très intéressante. Biologiquement, alors vous êtes docteur, vous allez m'arrêter si je commence à dire n'importe quoi. Mais on s'est développé en tant qu'espèce humaine avec la gratification instantanée parce qu'on a toujours été dans le doute d'avoir quelque chose à manger le soir ou d'avoir un abri pour s'abriter le soir ou de pouvoir se défendre le lendemain, défendre nos enfants. À l'époque où on était
très primitifs et on était une espèce clairement animale. Cette faculté-là nous permettait effectivement de survivre. C'est ça qui nous a peut-être permis également de survivre sur le long terme. Et Donc, en fait, on a que 2 moteurs, hein, dans la vie. Enfin, le train français, on a que 2 moteurs. 1, la recherche du plaisir. 2, l'évitement de la douleur. Voilà. C'est nos 2 seuls moteurs. Tout ce que l'on fait, c'est bien pour rechercher du plaisir, immédiat ou pas, hein, ou bien pour éviter une douleur. Tout ce qu'on fait. Hein. Donc, et en sachant que l'évitement de la douleur est plus puissant que la recherche de plaisir, parce que l'évitement de la douleur, c'est simplement de la survie. En fait, globalement, c'est beaucoup plus, je dirais, intéressant de chercher à manger que de forniquer. Voilà, parce que il vaut mieux éviter la douleur de la faim. On fait ça une fois qu'on a bien mangé. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que par exemple, je reviens sur la fornication parce que c'est relativement intéressant quand on y réfléchit. Je me souviens plus vraiment des chiffres, mais on considère que l'orgasme d'une antilope, c'est 3 secondes, alors que l'orgasme d'un lion, c'est 2 heures. Enfin, je caricature, mais tout simplement parce que l'antilope, elle se dit qu'elle a intérêt à se dépêcher, faire son affaire, parce que sinon, elle risque de se faire bouffer, alors que le lion, lui, il se dit, de toute façon, j'ai le temps et il y a personne qui va me déranger. Donc, c'est vraiment ça, cette idée de la gratification immédiate qui est source de survie et, en général, source d'évitement de la douleur. Donc, c'est vraiment cet aspect primitif, hein, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là. En fait, globalement, la discussion que l'on a depuis le début de cette interview, c'est de mettre un peu de côté cet aspect primitif, reprendre le contrôle sur son subconscient, reprendre le contrôle sur ses réflexes archaïques primitifs. Et ça se conjugue très bien avec, je pense, la suite de notre échange, où une fois que vous reprenez le contrôle sur cet aspect primitif et que vous allez dans une direction que vous avez définie, hein, on a parlé également de se fixer des objectifs, c'est là où la supplémentation a tout son intérêt. Parce que sans intention et sans objectif, se supplémenter pour de la performance, ça revient à pisser dans un violon. On va pas se mentir. Clairement. Donc, je pense que ce qu'on peut rapidement résumer par rapport à tout ce qui a été dit, et je vous remercie, Denis, par rapport à vos longs discours qui m'emmènent sur le bon sujet. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil, de votre alimentation, prenez soin de supprimer vos mauvaises habitudes, de réduire votre consommation de gratification instantanée, que ce soit les téléphones, que ce soit la malbouffe, que ce soit X ou Y raison. Et après, intéressez-vous à la supplémentation. Ça, c'est important de le dire. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, votre pré-workout est génial, je l'ai recommandé à un ami, mais il n'a rien senti. » Comment ça, il n'a rien senti? Je creuse un petit peu avec la personne, il me dit « Ah oui, bon, il est allé à la salle, voilà, il n'avait pas trop d'énergie, il voulait faire une petite séance. » En fait, ça s'accompagne d'une dynamique et ça s'accompagne vraiment d'une inertie, d'une énergie. Vous n'allez pas prendre un produit magique. Les produits magiques n'existent pas. Peut-être dans la rue, sur le marché noir, peut-être que ça existe. Mais sur le marché légal, ça n'existe pas. Donc voilà, je pense que c'est déjà une très bonne introduction pour placer un petit peu le contexte. Le pré-workout, ce n'est rien de magique. C'est une aide, c'est du plus. Ça va vous propulser dans la direction que vous définissez. Mais si vous ne définissez aucune direction ou si vous avez encore le frein à main activé, vous n'allez pas. Oui, c'est sûr, avoir une Ferrari et pas avoir de GPS, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est là, quand je disais, on est un corps, un esprit, il faut vraiment que les deux travaillent de concert. Oui, effectivement, il faut une certaine discipline, il faut de la volonté. Encore que la discipline, c'est plus puissant que la volonté, parce que la volonté, ça peut monter, descendre. La discipline, a priori, elle est permanente. Mais c'est un défi, je veux dire, voilà, moi, je suis fixé d'aller 2 à 3 fois par semaine à la salle. Parfois, j'y vais contraint, parfois, ça me saoule, mais bon, il faut y aller, quoi. Et puis, une fois qu'on est sur place, on a un autre s'en fout que de pousser de la fonte, alors tout faire. C'est clair. Donc c'est vraiment ça qui est essentiel, avoir un objectif après. C'est vrai que dans la mesure où on disait que ce qui était important, c'était de soulever lourd, mais peu de répétitions, c'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose qui nous booste, quelque chose de naturel aussi, parce que globalement, ok, c'est un produit de synthèse, mais qui reprend globalement que des produits qui existent dans la nature et puis qui sont légaux. Alors c'est sûr qu'on obtiendrait des meilleurs résultats à s'injecter de la testostérone. Ça c'est magique, hein. C'est très très clair que la testostérone, c'est plus balèze. Ok. Après, les problèmes, c'est que s'injecter de la testostérone, on sait qu'après les testicules en prennent un coup et que c'est pas forcément une très bonne chose. À double tranchant. Après, il y a tous les substituts qui peuvent augmenter la testostérone. Alors, selon la publication, le toncatali, cette fameuse plante qui augmente la testostérone, ou la turkastérone, on avait déjà parlé aussi de la turkastérone. Ce genre de produit qui semblerait être relativement intéressant. Mais bon, toujours la même chose, c'est juste une aide, mais ça reste pas du tout des produits magiques. L'idée, c'est
de comprendre que soit le pré-workout ou ces choses-là, c'est juste censé nous aider à aller plus vite ou bien pousser plus fort juste pour le temps où on est à la salle. Il y a d'autres produits, comme par exemple la créatine. Je pense que la créatine, c'est peut-être, s'il fallait garder un produit, je sais pas si on va peut-être être d'accord là-dessus, mais Je suis d'accord avec vous. un seul produit, ce serait la créatine. Donc voilà, on sait que la créatine, c'est le produit phare du sportif. À noter que c'est également un produit que tout le monde peut prendre, la créatine, contrairement à une idée reçue où on pensait que ça pouvait être dangereux pour les reins. Ça a été montré que c'est absolument pas vrai. Donc tout le monde peut prendre de la créatine. La créatine, globalement, ça va augmenter notre énergie cellulaire. Et c'est très beau. Personnellement, je prends de la créatine tous les jours. Ça ne pose pas de problème existentiel. On peut y aller. Alors, est-ce que vraiment ça permet de pousser plus lourd? C'est difficile parce que je m'amuse pas à un jour en prendre, puis pas le lendemain. Ouais. Tu vois. Mais en tout cas, Les études tendent à dire que oui, quand même. voilà, toutes les études le montrent. Donc, à partir du moment où on a quelque chose qui nous permet de pousser plus lourd, je dis n'importe quoi. Peut-être que si sans pré-workout et sans créatine, au développé couché, on soulève 40, mais qu'avec ces produits-là, on peut soulever 45, c'est mieux. Il vaut mieux soulever 45 que 40 Bien sûr. quand on a l'habitude de soulever 40. Parce qu'on sait très bien que plus on va soulever lourd, mieux c'est. D'accord avec vous. Après, on m'a aussi souvent posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis de créatine dans le pré-workout. Bon, c'est une question très spécifique, mais je vais y répondre parce que je la reçois très régulièrement. Déjà, la créatine, son effet, c'est sur une prise long terme et généralement quotidienne. Le pré-workout, on ne conseille clairement pas de le prendre quotidiennement. Il vaut mieux le prendre de manière éparse et de le prendre 2-3 fois dans la semaine. Ça, on pourra peut-être revenir là-dessus plus tard. Mais aussi, la créatine, c'est un composant qui a tendance à provoquer des hypoglycémies chez les gens qui le prennent à jeun, principalement. Si vous le prenez accompagné de glucides, en général, vous n'avez pas ce souci-là. Mais il y a énormément de gens qui prennent évidemment le pré-workout à jeun. Et c'est tout à fait conçu pour, ça marche très bien. Ça marche encore mieux, évidemment, que le prendre avec le ventre plein. Et voilà, pour éviter d'avoir ce contre-coup qui pourrait se produire et pour également inciter les gens à chercher eux-mêmes leur propre créatine pour la prendre régulièrement. Voilà, on a décidé de ne pas en mettre dedans. Et je vous conseille très vivement de ne pas consommer de pré-workout qui contiennent la créatine, puisque souvent, la composition n'a pas de sens. Et c'est souvent avec des BCA, avec des vitamines, des choses qui n'ont pas d'intérêt et qui n'apportent rien, globalement, à un pré-workout. Vous avez plus d'infos sur le site, dans la FAQ, si vous voulez un petit peu creuser par rapport à cette question-là. Mais voilà, je vais juste le placer ici. Mais là, c'est un vrai point important parce que la question, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un pré-workout? Ça, c'est une vraie question. On a discuté même, je vous avais suggéré certaines choses supplémentaires qui pourraient être mises dans un pré-workout. On a aussi parlé de l'idée de créer un intra-workout, notamment avec des électrolytes ou un post-workout qui pourrait être également intéressant. Il y a des choses qu'on peut mettre également pendant, parce que c'est vrai que pendant, quand on transpire beaucoup, si on ne prend pas d'électrolytes, on va pas être bien. Donc, autant prendre des électrolytes. Après, c'est pas mal d'avoir des choses pour la récupération. Alors, il y a plein de choses pour te suggérer qui sont plus ou moins documentées. Parfois, il y a des personnes qui suggèrent la glutamine. Enfin, bon, il y a plein de choses. On peut en discuter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un pré-workout, a priori, effectivement, la créatine n'a pas lieu d'être puisqu'elle n'a d'intérêt, comme vous disiez, qu'en prise quotidienne, globalement. Globalement, ce qu'on trouve généralement dans les pré-workouts, c'est la caféine, comme on en a parlé. C'est la bêta-alanine, en sachant que c'est pas le fin du fin, mais ça rajoute un petit un peu d'endurance, ça rajoute ce petit picotement, voilà. Le petit picotement. Et les gens qui l'aiment bien en général. Ça paraît bête, mais ce petit picotement, c'est très utile parce que ça permet vraiment de sentir quelque chose. Et à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose, on y croit. Ça va paraître bête, pardon, je vais éternuer. À vos souhaits. Je suis désolé, je suis enrhumé. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je déteste quand l'ostéopathe, il fait craquer. J'ai horreur de ça. Moi, je dis, non, tu vois, mon ostéopathe peut faire craquer. Mais en l'occurrence, il y a des gens qui adorent ça parce que si ça craque, c'est que c'est passé quelque chose. En pratique, quand les os craquent, c'est rien. C'est juste ce qu'on appelle un phénomène de cavitation. C'est juste des bulles et des articulations qui claquent. Donc, c'est rien, en fait, quand ça. Mais psychologiquement, il y a des gens qui aiment ça. Ils se disent, ça a claqué, il s'est passé quelque chose. C'est aucun intérêt. Donc, voilà, mais l'idée de se dire, il s'est passé quelque chose, ça rajoute un petit côté un peu placebo et qui est super cool. Bien sûr. Un pré-workout placebo, ça fonctionne aussi. Donc, ce côté un peu picotement de la bêta-alanine, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est cette sensation qui s'appelle la paresthésie que provoque la bêta n'a pas d'intérêt biologique au sens propre. Les scientifiques n'arrivent pas à s'accorder à comprendre pourquoi le corps déclenche cette sensation-là vis-à-vis de cette substance-là.
Mais c'est vrai que, comme vous dites, c'est l'élément déclencheur, c'est l'étincelle. Ok, le pré-workout, ok, je l'ai ingéré, ça commence, c'est parti, ok, on se donne. C'est vrai. Et effectivement, c'est le top départ. En c'est fait, le top tant départ. qu'on ressent pas, c'est-à-dire que le produit, on l'a pas eu, quoi, en fait. Bah, voilà, il n'a pas encore été métabolisé. Voilà, métabolisé n'est pas le terme exact, mais il n'a pas encore été intégré par le corps. La caféine est métabolisée extrêmement vite, hein, mais ouais, elle est progressivement jusqu'à 30 minutes, si je dis pas de bêtises, en général. Ouais. Je voulais juste rajouter un tout petit truc par rapport à la bêta-alanine. Évidemment, il y a ce côté-là, placebo. Alors, on va faire attention à l'utilisation de ce terme, parce que le pré-workout, les pré-workouts en général ne sont clairement pas des placebos. Ah non, bien sûr. La grande majorité fonctionne très bien. J'ai dit que l'effet placebo renforçait dans ce côté mental qui est essentiel. C'est cette précision-là pour que les gens ne soient pas confus par rapport à ça. Et la bêta-alanine également augmente l'endurance physique de manière significative. Ça va pas vous faire 3 exercices de plus, mais les études ont quand même démontré une légère amélioration de l'endurance physique. Par rapport à ce clair. Ça pourrait être intéressant, c'est vrai, de faire un petit tour d'horizon de chaque ingrédient, si vous voulez, Denis. Voir ce que vous avez également à dire. On a évidemment la citrulline, qui est pour moi l'ingrédient le plus important avec la caféine, s'il fallait en choisir, et la caféine. Par rapport à l'hormone de croissance. Par rapport à tellement de choses, hein, c'est vraiment un ingrédient qui a énormément d'impact sur le corps en général, que ce soit effectivement sur l'hormone de croissance, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'endurance, que ce soit également sur la congestion, qui est également important puisque ça permet une meilleure satisfaction, un meilleur plaisir pendant la séance. Beaucoup de gens tiennent beaucoup à cette congestion et je comprends. C'est très agréable de se sentir fort, de se sentir en pleine puissance et c'est très bon pour la santé aussi, globalement, en citrulline. Donc là encore, effectivement, je reviens sur cette idée dont je parlais tout à l'heure par rapport à la bêta-alanine, c'est-à-dire que le côté je me sens fort, je sens qu'il se passe des choses dans le corps. Là encore, c'est vraiment, je reviens sur l'idée qu'il y a un côté placebo qui est bien évidemment, en plus, je dirais que c'est la petite touche supplémentaire des vrais effets biologiques, mais c'est vraiment important d'avoir aussi cet effet de se dire je sens quelque chose, il se passe quelque chose dans mon corps, ça donne confiance, ça donne la motivation, donne l'idée de se dire ok, je suis pas juste à la salle pour me faire chier, non. Je vais dans la salle et je sens vraiment qu'il y a un effet. Sinon, je reviens juste sur le côté hormone de croissance. Hein, globalement, pour faire du muscle, ce qui est bien, c'est il y a globalement, il y a plein d'hormones, on va faire simple, mais globalement, il y a la testostérone et l'hormone de croissance. Hein, l'hormone de croissance qui est une hormone de récupération. La testostérone, elle augmente quand on fait des efforts vifs, quand on soulève du lourd, on augmente de testostérone. On a aussi l'hormone de croissance en soulevant du lourd. L'hormone de croissance, on la sécrète également avec le repos. Donc, c'est important aussi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de se reposer. C'est important de se dire qu'il faut faire des phases de repos parce que là, on a parlé du fait qu'il fallait y aller fort, mais c'est important aussi de se reposer. Alors, il y a des personnes, on peut comprendre quand il y a certains objectifs, il y a des personnes qui veulent aller à la salle tous les jours, 2 fois par jour, 1 heure matin, 1 heure le soir. Bon, c'est OK. Ceux qui veulent être bodybuilder et après faire des compètes et puis se charger, enfin, c'est OK. Peut-être il y en a parmi l'audience qui sont touchés par ce genre de programme et j'ai beaucoup de respect pour ça, mais en tout cas, c'est pas la majorité des personnes. Je pense que globalement, on peut se dire que 3 entraînements par semaine, c'est très bien dans la mesure où on peut considérer qu'entre 2 entraînements, il faut quand même un jour où on fait rien pour laisser le corps récupérer, justement. La récupération fait partie de l'entraînement. Si vous voulez quelques chiffres, parce que c'est toujours intéressant, d'après l'étude qu'on a réalisée par rapport à nos consommateurs, les gens ont en moyenne entre, on va dire, 35 ans, nos consommateurs moyens. Ils vont 4 fois par semaine à la salle pour des séances en général d'à peu près 1h15 à 1h30. Et la plupart des gens ne font pas de compétition et ne font pas spécialement de bodybuilding. Hein, donc, comme vous le dites tout à fait, c'est large. N'importe qui peut consommer ce produit-là pour l'objectif qu'il définit, que ce soit un objectif de plaisir. Ça peut très bien être l'utilisation pour le plaisir. Ça peut être pour un objectif de compétition, une échéance. On a aussi beaucoup de gens, principalement des gens qui travaillent soit dans le cinéma, soit en tant qu'influenceurs, qui le prennent pour l'effet congestionnant quand ils font des tournages, pour avoir l'énergie, pour pouvoir affronter des tournages qui sont souvent longs et compliqués aussi. Donc, il y a vraiment une utilisation qui est très variée. Et évidemment, également, les bodybuilders professionnels et certains compétiteurs qu'on a la chance d'accompagner également, qui font partie de nos passionnés. La Dream Team. La Dream Team. Après, bon, c'est vrai qu'il y a une utilisation. Alors, je vais sortir un peu du cadre de la musculation, mais je vais quand même partager cette expérience. Moi, toutes les semaines, en l'occurrence le mardi, c'est en l'occurrence hier, je suis de garde en maternité pendant 24 heures. Parfois, je dors pas du tout. Et le lendemain, il faut assurer. Et je dois bien avouer que le mercredi matin, en sortant de garde, que j'aille faire de la muscu ou pas, je me prends du pré-workout. Voilà. C'est pas dans l'indication
mais en même temps, c'est une super aide pour commencer la journée, arriver à tenir sur la durée. Parfois, je prends une demi-dose le matin, une demi-dose le midi. C'est pas l'indication, mais je vous le donne comme ça. Ah, mais il n'y a pas une indication qui est, comme vous le dites, hein, ça a également une utilité dans ces cadres-là. Bien sûr, là, c'est parce que vous êtes professionnellement contraint de ne pas dormir, mais Voilà. vaut mieux éviter dans la limite du possible de faire des nuits blanches, évidemment, c'est très très mauvais pour le corps. Mais là, dans le cadre de votre travail, effectivement, ça a tout à fait sa place. Et de la même façon, c'est vrai que le pré-workout, là encore, mais je sens des indications dont on parlait, mais Allez-y, hein, faites-vous plaisir. finalement, dans le biohacking, biohacking, on va hacker, donc on va prendre le contrôle, on va pirater quelque part notre biologie. Et c'est vrai que on peut avoir tendance à utiliser des produits dans une indication qui n'est pas l'indication initiale. Voilà, donc je disais que en biohacking, il y a certaines personnes qui vont détourner certains médicaments, comme par exemple des médicaments contre la maladie de Alzheimer, pour justement avoir un effet entre guillemets plus. C'est-à-dire que le médicament va ralentir la maladie de Alzheimer, mais quand on n'a pas la maladie de Alzheimer, ce médicament, semble-t-il, pourrait augmenter les capacités mentales. Peut-être pas autant que le MZT, mais c'est ça l'idée. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en biohacking, on va aussi chercher les effets, entre guillemets, secondaires de certains médicaments pour pouvoir les utiliser sur une nouvelle indication. Donc, c'est pour ça que quand je disais le pré-workout, effectivement, il n'est pas du tout fait en tant que nootropique, mais il fonctionne également très bien en tant que nootropique. Globalement, la caféine, c'est un nootropique. La citrulline, c'en est pas, mais bon, ça augmente quand même les capacités énergétiques, donc ça peut être utilisé comme un nootropique. Pardon ? La théanine aussi, qui est très intéressant. La théanine, d'ailleurs, on en avait discuté. La théanine qui a l'intérêt non seulement d'être nootropique, mais en plus de calmer les effets trop excitants de la caféine. Donc, c'est une substance qui est extrêmement intéressante. Donc, le pré-workout peut être utilisé comme nootropique. J'aurais tendance à dire, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des étudiants ou des personnes qui doivent passer des examens, sans en abuser, je veux dire, si vous êtes en période de révision, prenez un peu de pré-workout. Le matin de l'examen, prenez un peu de pré-workout. C'est un détournement de l'indication initiale, mais qui est loin d'être bête, puisque finalement, les substances qui sont dedans peuvent être des substances qui favorisent le fonctionnement cérébral. Et effectivement, également, le guarana, qui est aussi intéressant, qui est aussi très riche en café. On a aussi la tyrosine, qui permet une meilleure gestion globalement du stress, même si c'est très très raccourci comme effet, mais qui a également énormément d'intérêt en tant que nootropique. En fait, la tyrosine est un, désolé, la tyrosine est un précurseur de la dopamine dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand on construit la dopamine, il faut qu'on prenne de la tyrosine. Donc, finalement, dans le pré-workout, il y a également ce précurseur de la dopamine qui va permettre, semble-t-il, d'augmenter notre sécrétion de dopamine et d'augmenter notre énergie, notre volonté. Donc, finalement, alors, on est en train de parler de musculation, mais c'est vrai que personnellement, le pré-workout, je le suggérerais d'après sa composition en tant que nootropique, parce que justement, elle contient beaucoup de substances qui sont nootropiques. Finalement, la citrulline, plus ou moins, la bêta-alanine, non. Mais globalement, le reste, théanine, guarana, caféine, tyrosine, c'est utilisé comme nootropique. Voilà. Au niveau du cas d'utilisation dont vous parlez, c'est super intéressant parce qu'effectivement, j'aurais bien aimé qu'on en parle, mais vous m'avez ouvert la porte, donc c'est parfait. Globalement, le cadre d'utilisation du pré-workout, pour les gens qui le consomment, vous pouvez consommer jusqu'à 2 doses par jour. Selon l'autorité mondiale de la santé, selon l'OMS, vous n'avez aucun problème. Mais, alors très important, ne le consommez pas trop proche de votre heure de coucher si vous avez l'intention de vous coucher, parce que ça va évidemment réduire la qualité de votre sommeil. N'importe quel produit stimulant va réduire la qualité de votre sommeil, principalement votre sommeil profond. Donc, évitez de le consommer grand maximum 5 heures avant d'aller vous coucher. Si vous avez l'intention de ne pas aller vous coucher, là, il n'y a pas de problème, mais il faut que vous soyez bien au clair avec ça. Et si vous le consommez de manière quotidienne, vous allez avoir une accoutumance qui va se développer, évidemment, due principalement à la caféine, qui a une accoutumance qui se développe très rapidement. C'est là où je conseille principalement aux gens de faire une pause complète prise de café pendant une semaine, en général tous les 2-3 mois. Comme ça, vous réinitialisez votre accoutumance à la caféine et vous avez des effets qui sont à nouveau extrêmement puissants dès que vous reprenez votre café. Et à par la même occasion, j'en profite pour vous dire, évitez de consommer un café dès votre réveil le matin. C'est vraiment du gâchis, puisque ça va déjà vous donner un effet placebo de vous réveiller, alors qu'en réalité, vous allez recevoir
Au bout de 4 à 6 heures, un crash en conséquence. Souvent, le crash que vous avez après le déjeuner. Et globalement, vous pouvez l'utiliser à un moment qui est bien plus intéressant. En vous mettant en place une routine de sommeil et une routine de réveil le matin, vous pouvez très facilement trouver une énergie encore plus forte que celle que vous pourriez avoir avec un café et garder le café pour des moments effectivement de révision, de travail ou de sport, où là, vous pouvez vous donner à 200% et avoir à chaque fois une énergie au top. Donc, le pré-workout, c'est maximum 3 fois par semaine et de préférence, faites des pauses de temps en temps et n'abusez pas non plus du café ou d'autres boissons énergisantes et évitez de consommer du pré-workout accompagné d'autres boissons énergisantes ou d'autres sources de caféine pour éviter d'avoir des potentiels effets secondaires de type ballonnement ou parfois maux de tête, même si c'est quand même très très rare. Et dans moins d'un cas sur 100, les gens parlent d'effets secondaires en général. Donc on est sur un produit qui est très sain, très sûr, mais voilà, il ne faut pas en abuser comme toutes les bonnes choses. Vous le savez. Je pense que je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, je suis 100%, je suis 100% d'accord. Donc effectivement, il faut bien être conscient de la quantité de caféine. On peut critiquer le Red Bull, on n'est pas là pour ça, mais bon, le Red Bull, les Monster, les choses comme ça. Ça contient également de la caféine. C'est pas monstrueux, hein. Dans un Monster, il y a quoi? Il y a 50 mg de caféine, je crois. Non, beaucoup plus. Non, 150. 150? C'est 30 mg par 100 ml. Donc en tout cas, bon voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, si vous prenez le pré-workout et que vous prenez après du Red Bull, faites attention à la dose de caféine. Si vous prenez du café et du pré-workout, faites attention à la dose de café. Et effectivement, on considère que il faut éviter la caféine après 14 heures globalement, parce qu'en fait, quand on utilise notre corps, notre esprit, on va fabriquer une substance qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine, justement, c'est une substance que le corps fabrique qui va préparer au sommeil, hein, qui entraîne la fatigue. Et la caféine empêche la synthèse d'adénosine. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, la caféine empêche de ressentir la fatigue. Alors, c'est à double tranchant parce que à la fois c'est bien quand on en a besoin de pas être fatigué, mais en même temps, ça veut quand même dire qu'on va s'empêcher de ressentir quelque chose qu'a priori notre corps aimerait ressentir. Donc, si le pré-workout empêche de dormir, et ben non, vaut mieux arrêter et le prendre beaucoup plus tôt. Ou réduire la dose, hein, c'est envisageable. En sachant, voilà, comme je disais, qu'il y a une sorte d'habituation. Je vais donner un exemple. En l'occurrence, quand je me disais que les lendemains de garde, je prenais de la workout. En août, j'ai fait 7 jours d'affilée de garde. Voilà, donc faut être honnête. Hein, tous les jours, en l'occurrence, j'ai pris du pré-workout. Voilà, c'est vrai. Donc j'allais pris tous les jours pendant une semaine. Ça m'a permis d'être bien tous les jours. Donc voilà, on peut le faire sur des courtes périodes, hein, parce qu'il y a une nécessité. Mais voilà, à partir d'un certain moment, effectivement, il n'y a plus rien. Donc, autant le conserver pour ces indications. Mais comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a les indications officielles, musculation, puis il y a les indications officieuses. Voilà, ça peut être utilisé comme nootropique, ça peut être utilisé pour tenir le coup quand on est fatigué. Mettons, si vous devez prendre la route, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un peu de workout aussi. Voilà, je vais pas dire que c'est un produit à tout faire, mais non, bien c'est sûr. intéressant de se dire qu'il y a également d'autres indications que ce pourquoi ça a été fait. Tout à fait. Je crois qu'on avait fait rapidement le tour d'horizon des ingrédients. Bon, après, on pourra évidemment parler encore de l'ashwagandha ou de la rhodiola rosea, qui sont des plantes qui sont très intéressantes également pour la récupération, pour le sommeil. On y va. Alors, on va si vous voulez en parler. Allons-y, alors. Laquelle des deux? Les deux mots en général. Alors, l'ashwagandha est une plante qui est très intéressante parce que elle est très bonne pour lutter contre le cortisol. Hein, donc, le cortisol qui est cette hormone essentielle à la vie, mais qui est synthétisée en excès quand on a du stress, hein, et qui peut avoir plein de conséquences néfastes. Donc, l'ashwagandha a tendance à réguler la synthèse de cortisol. Et la rhodiola, c'est une plante qui est aussi excellente pour la récupération, notamment au niveau mental. Et c'est aussi un nootropique d'ailleurs. C'est aussi une plante adaptogène plus que nootropique. Donc, en tout cas, c'est une plante qui aide également à réguler la résilience et notre capacité de gérer le stress. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, c'est du sport. On stresse notre corps. Notre corps, il n'est pas fait pour porter des charges lourdes. Sauf que c'est excellent de le faire porter des charges lourdes parce que ça l'oblige à être plus fort après. Sauf que quand on fait beaucoup de sport, il y a un moment, effectivement, on stresse tellement notre corps qu'on va synthétiser du cortisol. Et c'est pas forcément évident de savoir quand on commence à en synthétiser. Donc, autant prendre de la rhodiola et de l'ashwagandha qui vont justement réguler cette synthèse de cortisol qui peut être délétère. Ouais. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, alors je suis absolument pas de pub pour le pré-workout, hein, même si j'en prends, enfin bon, j'en prends parce que je suis convaincu. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, le pré-workout, je dirais presque, n'est pas un pré-workout. C'est presque un pré et un post dans le même produit. Oui, c'était l'intention. Parce que finalement, en pré-workout,
la rhodiola, l'ashwagandha, l'ornithine, finalement, n'ont pas vraiment leur place. Il serait plus logique en post-workout. Totalement. Mais le fait de le prendre en pré-workout, de toute façon, vu que de toute façon, la séance va durer, on va dire, 30 minutes à 1h30. C'est rare de faire des séances. Non. Je peux vous assurer qu'on a des pratiquants, surtout au niveau powerlifting, qui tiennent 2h30ce 3h avec. C'est vrai, 2h30, 3h avant. Ça dépend des gens, mais vous pouvez avoir des effets très très longs, hein, clairement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que de prendre d'entrée de jeu finalement du post-workout dès le début de l'entraînement, c'est pas gênant dans la mesure où le produit va durer un certain temps, même si on fait une séance un peu longue. Donc c'est pour ça que je trouve ça très malin d'avoir mis du post-workout en même temps que le post-workout. C'était principalement pour contrebalancer, vous savez, cet effet de crash que les gens ressentent et que énormément de nos concurrents, dans le milieu du pré-workout ont. C'est que vous allez prendre un booster, mais après vous allez vous sentir mal, fatigué, épuisé. Là, c'est pas le cas avec le pré-workout, du moins. C'est la sensation que l'immense majorité de nos consommateurs ont. C'est une redescente douce et après un retour à la normalité au bout de 2, 3, 4 heures selon les gens. Et beaucoup de gens aiment bien ce fait-là de se lever le matin, de prendre leur pré-workout, de faire leur entraînement et après de pouvoir continuer leur journée comme si de rien n'était et garder quand même une bonne énergie et de ne pas avoir d'altération de leur état de conscience ou de leur état d'énergie, etc. Oui, justement parce que les produits sont intelligemment dosés. Je dis pas ça parce que c'est vous qui l'avez créé, mais parce que les produits sont intelligemment dosés, et aussi parce qu'il y a cet effet aussi post-workout avec aussi des plantes adaptogènes qui justement peuvent éviter d'avoir ces espèces de up and down qui sont vraiment désagréables. Pour le coup. Ouais, c'est extrêmement désagréable. Moi, je vais pas citer des marques, mais c'est vrai que avant d'utiliser le pré-workout, j'avais testé différentes choses. Et il y en avait que je trouvais super au début, et puis effectivement après, la sensation était moins. Vite dans le temps, effectivement. Ouais. Bon, bah voilà. Denis, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour cet échange. C'était très agréable. C'était un plaisir. Pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que moi, je vous ai rencontré. Enfin, avant qu'on se rencontre, vous étiez un de nos clients. Vous aviez commandé un pot. Ouais. Moi, je vous avais demandé ce que vous en aviez pensé, puisque je prends toujours soin de contacter chacun de nos clients pour avoir de leur retour. Et c'est de là qu'on a pris connaissance et qu'on s'est rendu compte qu'on avait des choses à s'apporter. Je me rappelle encore le jour où vous avez passé commande, vous l'aviez mis au nom de la clinique, de votre clinique à Paris. Et j'avais un petit peu creusé, j'avais regardé ce que vous avez fait. J'avais fait, tiens, pour une fois, on a un écrivain, un docteur. Alors, vous avez trop de casquettes pour que je les cite tous. Mais je me suis dit, d'accord, il y a quelque chose à faire. Et je vous remercie qu'on ait pris le temps aujourd'hui d'en discuter. Vous avez sorti un livre, il me semble, il y a quelques temps à propos du biohacking, donc il reprend un petit peu ces thématiques de la supplémentation, du biohacking, de comment reprendre le contrôle sur son inconscient et comment optimiser globalement à la fois ses performances et en ralentir le vieillissement, si je peux dire comme ça. Je pense que c'est globalement vos sujets principaux. Donc on peut retrouver, vous pouvez retrouver en description, déjà pour les gens, évidemment, là-dessous. Je sais pas, ça sera en dessous, généralement c'est en dessous, donc je prends peu de risques à viser en dessous. Mais voilà, moi je vous invite sincèrement à creuser un petit peu ce qu'a fait Monsieur Koester, qui c'est très intéressant, principalement si vous êtes sportif de haut niveau et que vous cherchez des informations sur la supplémentation, sur l'intensité, sur l'aspect un petit peu biohacking qui est vraiment vraiment très intéressant, qui rejoint un petit peu cette idée-là de pré-workout et de performance. Vous faites également enfin je sais pas si vous le faites régulièrement, vous avez tellement de choses à faire aussi avec votre métier et vos différentes casquettes, mais je sais qu'on a quelques athlètes de haut niveau qui nous suivent et qui nous regardent aussi, qui pourraient potentiellement être intéressés par un échange avec vous. Je vais pas dire un suivi directement, mais peut-être un échange déjà. Donc, je vais également mettre votre contact dans la description, probablement votre mail, je pense. On va pas mettre votre numéro de téléphone pour pas que ça soit trop intrusif. Et votre site internet et votre chaîne YouTube, bien sûr. Je vais mettre tous vos liens de toute façon dans la description. Oui, alors en fait, effectivement, juste pour brosser un petit peu mon parcours, moi je suis donc anesthésiste réanimateur, je suis un hypnose, je suis coach en santé, je suis diplômé doublement de médecine anti-âge et de médecine préventive. Donc c'est vraiment, pour moi, le biohacking, c'est en fait l'optimisation. Donc c'est, je dirais, la quête d'une santé 2.0 ou 3.0, ça dépend comment on l'appelle, mais en tout cas une santé corps-esprit où on va pas chercher juste à éviter la maladie, on va pas juste chercher à être en bonne santé, on va chercher toujours à optimiser, qui revient tout à fait avec le concept de tout ce qui est pré-workout ou complément alimentaire à partir du moment où justement on a fait en sorte d'éliminer les poisons à l'existence. Donc c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser au biohacking que je développe depuis à peu près 3 ans en France. Je m'y intéresse depuis plus longtemps, mais ça fait 3 ans que je le développe vraiment, avec notamment donc, le premier livre en français sur le biohacking. En l'occurrence, je sors la version anglaise, mais c'est le premier livre en français sur le biohacking, sous le nom de Manuel de démarrage du biohacker. J'ai également une chaîne YouTube,
Donc voilà, comme on dit en description, un site internet et n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis toujours ravi. Je suis également collaborateur avec différents médias. Je passe à la télé, à la radio. Je suis également auteur chez Forbes. Je travaille pour Santé Nature Innovation en Suisse. J'ai plein de casquettes et j'ai toujours énormément de plaisir à transmettre, à communiquer, à échanger et puis pouvoir accompagner le plus possible de personnes vers une meilleure santé, une meilleure performance et une plus longue longévité. Et tout ça Bon, voilà. avec une femme. Et vous avez quoi, 3 enfants? 4. 4 enfants. C'est pour ça le pré-workout tous les jours. Hein. Ouais, C'est il pour, faut- pour réussir à suivre. Ah non, il faut. Mais c'est drôle parce que parfois les gens ils me disent, mais comment ça se fait que tu fasses autant de trucs et c'est vrai que souvent je dis, bah ouais, mais je fais du biohacking. C'est ma potion magique. Denis, merci beaucoup. Passez une Merci, Paul. excellente soirée et je vous dis à bientôt. Yes, un grand merci.